La micro-entreprise. En France, on entend souvent que c'est le paradis des freelances. Zéro compta, pas de TVA, des impôts quasi inexistants. Bon, ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, passer un certain chiffre d'affaires, ce fameux paradis peut finir par coûter bien plus cher qu'une vraie société. On va décortiquer tout ça et faire les calculs ensemble. Et voilà, on met tout de suite les pieds dans le plat. D'un côté, on a cette promesse de simplicité absolue qui est, il faut le dire, parfaite pour se lancer. Mais de l'autre, il y a une réalité financière qui peut vite devenir un vrai casse-tête si on n'y prend pas garde. C'est ce paradoxe qu'on va explorer. Et attention, ce n'est pas un sujet de niche, loin de là. En 2024, on compte plus de 2,3 millions de micro-entrepreneurs en France. C'est de très loin le statut le plus populaire pour créer son activité. Comprendre comment ça marche est donc devenu absolument indispensable. Alors pourquoi un tel succès ? Plongeons un peu dans ce qui rend ce statut si attractif. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette promesse de paradis administratif et fiscal ? Premier point, et il est super important, la micro-entreprise, ce n'est pas une forme de société comme une SARL, non, c'est juste un ensemble de règles simplifiées qui s'appliquent à une entreprise individuelle. En gros, on est seul aux commandes, mais avec une paperasse et une fiscalité allégée. En fait, c'est deux régimes en un, le micro-social pour les cotisations et le micro-fiscal pour les impôts. Et voilà les 3 piliers qui expliquent son succès. Premièrement, pas besoin de faire de bilan comptable. On note juste ses recettes et c'est tout. Deuxièmement, on paye ses charges sociales uniquement sur ce qu'on a vraiment encaissé. Zéro chiffre d'affaires, zéro cotisation. C'est très rassurant quand on démarre. Et enfin, le Graal pour beaucoup, ne pas avoir à facturer la TVA, ce qui permet d'afficher des prix plus bas, surtout quand on travaille avec des particuliers. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Regardons un peu les petites lignes du contrat. Parce que c'est précisément là que le paradis commence à montrer quelques fissures, avec des plafonds et des seuils qu'il ne faut surtout pas confondre. Pour pouvoir rester dans le régime micro, il y a des plafonds de chiffre d'affaires annuel à respecter. Honnêtement, ils sont assez hauts, presque 189 000 € pour la vente de marchandises et 77 700 € pour les prestations de services, qu'elles soient commerciales type artisanat, ça c'est le régime BIC, ou libéral comme pour un consultant, et là c'est le BNC. Il y a donc pas mal de marge avant de s'inquiéter. Et ce qui est vraiment bien pensé, c'est cette tolérance. Si on dépasse le plafond une seule année, pas de panique, on reste micro-entrepreneur l'année d'après. Ce n'est qu'après avoir dépassé le plafond 2 années de suite qu'on est obligé de basculer au régime réel au 1er janvier qui suit. Et là, attention, voici le premier vrai piège. Les plafonds pour être exonérés de TVA, eux, sont beaucoup plus bas que ceux du régime micro. Prenons l'exemple des services. On doit commencer à facturer la TVA dès qu'on dépasse 37 500 € de chiffre d'affaires, alors qu'on peut rester micro-entrepreneur jusqu'à 77 700 €. Et c'est là que beaucoup de monde se fait avoir. On pense souvent micro égale pas de TVA. Eh bien non, c'est totalement faux, les deux régimes sont déconnectés. On peut donc parfaitement être en micro-entreprise et en même temps devoir gérer des déclarations de TVA tous les mois ou tous les trimestres. Et là, adieu une bonne partie de la simplicité promise. Ok, passons maintenant au cœur du réacteur, le mécanisme central de la micro-entreprise, celui qui est à la fois sa plus grande force et son plus grand danger. Ce coût, il faut le voir en 2 parties. D'abord les cotisations sociales et ensuite l'impôt sur le revenu. Le principe est assez simple. D'un côté, on paie des cotisations sociales, qui sont un pourcentage fixe du chiffre d'affaires. Par exemple, 24,6% pour un consultant. De l'autre côté, pour calculer l'impôt sur le revenu, le fisc ne va pas demander la liste des dépenses. Non, à la place, il va dire « On estime que vos charges professionnelles représentent X% de votre chiffre d'affaires ». Et ce fameux X%, c'est ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. Et ce pourcentage d'abattement, il change selon l'activité. Pour de la vente de marchandises, le fisc considère que 71% du chiffre d'affaires sert à couvrir les frais. Pour une profession libérale, c'est seulement 34%. Le reste, c'est le bénéfice qui est ensuite ajouté aux autres revenus du foyer pour calculer l'impôt. Petite parenthèse, il existe une option, le versement libératoire, pour payer un petit pourcentage d'impôt en même temps que les cotisations. Mais attention, ce n'est intéressant que si on est imposable, sinon on paie de l'impôt pour rien. Et cette image, elle résume parfaitement le problème du système. Tant que la barre de nos dépenses réelles, ce qu'on dépense vraiment, est plus petite que la barre de l'abattement, ce que le fisc imagine qu'on dépense, tout va bien, le système est avantageux. Mais que se passe-t-il quand la situation s'inverse ? Allez, c'est le moment de sortir la calculatrice. On va regarder concrètement à quel moment la simplicité de la micro-entreprise commence à coûter de l'argent. Prenons un exemple bien précis. Imaginons un consultant qui réalise 50 000 € de chiffre d'affaires par an. D'abord, il paye ses cotisations sociales, 24,6%, soit 12 300 €. Ensuite, pour l'impôt, le fisc applique son abattement de 34%. Ça veut dire qu'il considère qu'il y a 17 000 € de frais. Le bénéfice imposable est donc de 33 000 €. Si on imagine que cette personne est célibataire, son impôt sera d'environ 3 500 €. Au total, ce sont donc 15 800 € qui partent en prélèvement obligatoire.
Et c'est là que tout le système montre sa rigidité. L'abattement de 34% est un forfait, il est censé couvrir toutes les charges. Mais si la réalité économique est différente, si, pour faire tourner son business, notre consultant doit dépenser plus que ce que le forfait a prévu, Regardons bien la comparaison. En micro, les 20 000 € de frais réels sont complètement ignorés. L'impôt est calculé sur un bénéfice fictif de 33 000 €. Maintenant, en régime réel, on déduit les vraies charges. On prend les 50 000 € de CA, on enlève les 20 000 € de frais et le bénéfice imposable tombe à 30 000 €. Le résultat est sans appel. On paye moins d'impôts et il reste plus d'argent dans la poche à la fin. Voilà, c'est la règle d'or à retenir. C'est aussi simple que ça. Pour une profession libérale, si les charges dépassent 34% du chiffre d'affaires, il faut se poser des questions. Pour un artisan, le seuil est à 50%, et pour quelqu'un qui fait de la vente, l'abattement de 71% est tellement généreux que la micro-entreprise reste souvent la meilleure option jusqu'à atteindre les plafonds de chiffre d'affaires. Alors avec tout ça en tête, comment on décide? Est-ce qu'il faut voir la micro-entreprise comme un simple tremplin pour démarrer, ou est-ce que ça peut être une solution sur le long terme? Pour résumer, les inconvénients structurels sont quand même importants. Le premier, on l'a vu, c'est l'impossibilité de déduire ses frais réels. Mais il y en a d'autres. Si on fait une mauvaise année, impossible de déclarer une perte. Si on investit dans du matériel, on ne peut pas récupérer la TVA. Il n'y a aucune optimisation possible de sa rémunération. Et surtout, la protection sociale est souvent plus faible, car la retraite et les indemnités maladie sont calculées sur un bénéfice forfaitaire, pas sur un vrai revenu. Le choix est donc purement stratégique. La micro-entreprise est un outil absolument génial pour démarrer, pour tester une idée avec un minimum de risque et de paperasse. C'est parfait. Mais dès que l'activité se développe, que les charges augmentent ou qu'on a besoin d'investir, il faut vraiment envisager de passer au régime réel pour optimiser sa situation financière et sociale. Finalement, la vraie question est là. La simplicité de la micro-entreprise, qui est si confortable au début, peut très vite se transformer en une sorte de cage dorée qui empêche d'optimiser ses finances et de vraiment développer son activité. C'est un tremplin exceptionnel, mais ce n'est pas forcément une destination finale. La clé, c'est vraiment d'anticiper ce fameux point de bascule.